de nous présenter ce dispositif très intéressant sur 10 minutes, si vous pouvez, maximum. Merci, c'est à vous, Monsieur Laurie. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Ah, merci. Effectivement, est-ce que vous voyez mon écran? On voit l'écran, mais voilà, il est en plein écran maintenant. Merci. Donc, merci. Effectivement, je m'appelle Pascal Laurie, je suis conseiller auprès de la DGALN et je dirige donc l'Observatoire de l'artificialisation des sols. Donc ce dispositif, il a été lancé dès 2018 en fait par le plan biodiversité. Hein. Il y avait quelques actions sur l'artificialisation des sols dans le plan biodiversité, une douzaine de mémoire. Et il y en avait un qui concernait justement le lancement de cet observatoire. Donc depuis 2018, avec nos opérateurs, donc CEREMA, IGN et INRAE, on met en place ce dispositif progressivement. Le lancement a eu lieu, a été présenté. Alors à l'époque, le ministre, c'était Emmanuel Vargon, hein, qui avait lancé le portail. On lui a présenté en juillet 2019. Et on a deux types de données qui nous permettent de suivre ces phénomènes que sont la consommation d'espace et l'artificialisation des sols. Donc, ce sont les données de consommation issues des fichiers fonciers, donc qui sont retraités par le CEREMA, d'une part, et puis d'autre part, donc c'est l'occupation du sol à grande échelle, donc OCSGE, qui permet de suivre l'artificialisation des sols et qui est produite par l'IGN. Je vous donne l'URL de l'observatoire, donc c'est artificialisation.développement-du6durable.gouv.fr. Je vais d'abord vous parler des fichiers fonciers, donc les premières données qui sont disponibles et qui nous permettent de suivre la consommation des espaces. Donc, on produit avec le CEREMA donc, un état annuel de cette consommation. Donc, on a maintenant une bonne profondeur historique, hein, plus de 10 ans, 12 ans en fait de profondeur historique. Alors, ce qui nous permet déjà au niveau national hein, d'avoir une vue globale de cette consommation d'espace. Donc là, vous voyez sur le petit histogramme on a une belle baisse entre 2012 et 2015. On est grosso modo passé d'un plateau pour de 30 000 hectares à un nouveau plateau depuis maintenant 5-6 ans qui est autour de 21 000 hectares. Alors 21 000 hectares comme ça par an, c'est un peu abstrait. Donc si on se réfère à une norme un petit peu plus populaire, disons, le terrain de foot, hein, aux normes FIFA, ça fait 30 000 terrains de foot par an. Donc c'est pas, même si on a baissé, c'est que ça reste quand même pas tout à fait anodin, ou 80 terrains de foot par jour, c'est encore plus concret. Alors si vous allez sur l'observatoire, là, je vous ai donné des données, je vous ai montré des données statistiques à l'échelle nationale. Vous pouvez aussi les produire à l'échelle de la région, du département, de l'EPCI ou de la commune. Et vous avez ce type de tableau de bord hein, avec la consommation totale là, à gauche et toute la profondeur historique donc sur 12 ans. Puis vous avez la consommation par destination. Est-ce que c'est vers de l'habitat? C'est l'histogramme qui est au centre. Est-ce que c'est vers de l'habitat? Est-ce que c'est vers de l'activité? Et puis à droite, un certain nombre d'indicateurs, et notamment l'indicateur tout à fait en haut à droite qui est en lien avec climat et résilience, donc avec la consommation sur les 10 dernières années précédant la promulgation de la loi, donc entre 2011 et 2021. Alors, je vais vous parler maintenant les données de consommation d'espace issues des fichiers fonciers. C'est des données disponibles avec une bonne profondeur historique. Puis, il y a des données qu'on met en place progressivement actuellement, qui sont les données d'occupation du sol à grande échelle, au CSGE, et je vais vous les présenter maintenant. Donc là, vous avez une vue sur l'aéroport d'Auch. Donc, pourquoi le Gers? C'est parce que c'est le premier département qu'on a nouvellement produit avec l'IGN en OCSGE. Donc, cet OCSGE, c'est une base de données en 2 dimensions, couverture d'une part et usage d'autre part. Donc, couverture, c'est qu'est-ce qu'on voit à la surface du sol. Usage, c'est mais
à quoi sert ce sol. On a vraiment deux dimensions de ce territoire, avec une approche hiérarchique et emboîtée. Donc ça, c'est les nomenclatures d'occupation du sol hein, qui sont dites comme ça, hiérarchiques et emboîtées, mais je vais le concrétiser dans une prochaine diapo. C'est produit par département, mais tout le territoire national va être couvert avec une continuité entre chaque département, évidemment, et c'est lié à une prise de vue aérienne, donc à un millésime, à une année précise. Donc là, vous avez la visualisation de l'occupation du sol sous sa dimension couverture. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On peut distinguer les zones bâties, donc les bâtiments. On peut distinguer les zones revêtues, notamment de bitume ici. Hein, c'est une piste d'un aéroport. Les surfaces d'eau, les zones de feuillus, les formations herbacées. Donc ça, c'est la dimension couverture. Qu'est-ce qu'on trouve à la surface du sol? Et il y a la dimension usage, donc à quoi sert ce sol? Donc là, vous avez un usage agricole, donc agriculture, la sylviculture pour cette parcelle. Ici, production tertiaire. Ici, transport, donc aérien en particulier. Et puis ici, usage résidentiel. Donc il y a une vingtaine de classes, il y a 20 classes d'usage et 14 classes de couverture. Alors, ce qui nous a intéressé à la DGLN dans le projet présenté par les 3 opérateurs, c'est que cette production se fait à base d'intelligence artificielle. Auparavant, ça se faisait par photo-interprétation, donc des photo-interprètes derrière des écrans qui analysaient des images. Et maintenant, ce sont des algorithmes qui traitent ces mêmes images, ce qui nous permet, grâce à cette intelligence artificielle, de réduire les coûts et les délais. Parce qu'en général, c'était long et ça coûtait très cher de produire ces bases. Et donc là, on a adhéré à ce projet du fait que ça devenait possible financièrement dans des délais raisonnables. Donc concrètement, sur une commune du Gers, l'IGN donc part de prise de vue, mais aussi aérienne, mais aussi de données en infrarouge, de modèles numériques de terrain, de surface. Donc, applique ces traitements. Donc là, vous voyez, hein, ce sont des données brutes d'intelligence artificielle, donc qui classifient déjà donc, la couverture du territoire. À ce stade-là, on a des niveaux de taux d'exactitude qui sont du pixel. Hein, au pixel, le pixel terrain fait 20 cm sur 20 cm. Donc, on a un taux d'exactitude de 83%. Et puis ensuite, on a la photo-interprétation, donc des humains qui, quand même, au final, corrige toujours un petit peu ce qui est fait automatiquement. Donc là, on a le résultat avec la prise de vue, l'IA, et puis la dimension couverture de l'occupation du sol à grande échelle qui apparaît. Là, vous avez que la prise de vue aérienne et la base de données, et puis là, que la base de données dans sa dimension couverture. Alors, je ne vais pas vous infliger cette diapo très longtemps, elle est absolument illisible, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a un lien très fort entre la loi climat et résilience, le décret d'application dit nomenclature du 29 avril, hein, qui dit quels sont les sols artificialisés, quels sont les sols non artificialisés, et qui établit 8 catégories, les 5 premières étant artificialisées, les 3 dernières étant non artificialisées. Donc là, vous voyez en bas de la diapo les 8 catégories hein, de différentes couleurs. Et quand on croise les 2 dimensions que je vous ai présentées, donc de couverture du sol là, qui sont en colonne et d'usage du sol qui sont en ligne, on sait exactement sur le polygone de territoire concerné à quelle classe appartient ce polygone. Est-ce qu'il est dans une classe 1, 2, 3, 8? On le sait parfaitement. Donc, il n'y a pas, comment dire, il y a ce lien très fort entre l'outil de mesure et la réglementation. Alors, matrice un petit peu plus simplifiée, mais c'est grosso modo la même, sauf que les classes 1 à 5 ont été agrégées, c'est les classes de sol artificialisées. Et en vert, donc, les classes non artificialisées, c'était 6 à 8. Alors, vous voyez que, bon, un bâtiment, par exemple, qui apparaît dans la première colonne, quel que soit son usage, il sera considéré comme artificialisant les sols ou du revêtu, par exemple, du bitume. Il artificialise les sols, quel que soit son usage. A contrario, tel que c'est prévu dans le décret du 29 avril, les surfaces herbacées, elles sont considérées comme artificialisant les sols dès lors que ce sont dans des terrains à usage résidentiel, production secondaire, transport, etc.
Donc là, il faut avoir effectivement les deux dimensions pour pouvoir discriminer cela. Alors concrètement, je vous montre quelques résultats donc, sur Arcachon, enfin, le SCOT d'Arcachon qui a été un peu notre terrain de jeu pour faire quelques simulations. Donc vous voyez des prises de vue en 2015 et 2018, ce que donne l'occupation du sol à grande échelle en 2015 et 2018, ce que donne quand on applique les algorithmes, enfin la matrice que je vous ai montrée, artificialisé, non artificialisé, donc en vert non artificialisé, en rose artificialisé en 2015 et 2018. Le différentiel, donc on voit les surfaces qui l'ont été, donc artificialisées. Sur le SCOT d'Arcachon, là vous avez un visuel, le total du stock d'artificialisation, entre guillemets, donc c'est un peu plus de 13 000 hectares. Et l'objectif, hein, c'est du zéro artificialisation nette, c'est d'équilibrer les flux d'artificialisation et désartificialisation à horizon 2050. Quelques types de zones. Là, vous avez ce que donne l'artificialisation, enfin, ces critères d'artificialisation sur quelques types de zones. Là, sur des terrains, des zones récréatives, des terrains de sport. Hein. Donc, on voit que les pelouses de stade de foot, effectivement, sont considérées comme artificialisées. Ici, sur un aéroport. Et là aussi, les bandes enherbées autour des pistes sont considérées comme artificialisées. Là, sur un terrain de golf, on voit que ce qui est non artificialisé, c'est tout ce qui reste enfin, ce qui reste arboré. Je vous montre maintenant, pour terminer, un petit croisement avec la planification. Donc, sur le département du Gers, on va zoomer sur Auch, et notamment une zone AU, hein, donc une zone à urbaniser hein, dans la planification. Vous retrouvez cette zone AU avec la prise aérienne. Et on voit que sur cette prise de vue aérienne, quand on applique donc les algorithmes qui déterminent artificialisé, non artificialisé, donc sur ce territoire, à l'aide de l'OCSGE, donc on voit qu'il n'y a qu'une partie de la zone AU qui a été à date de la prise de vue aérienne qui a été artificialisée. Hein. On voit qu'il y a un lotissement qui est en train de se construire, en fait. Hein. On voit les rues qui s'implantent. Donc, ce qu'on a pu constater sur le département du Gers, c'est que dans ces fameuses zones AU, les zones AU de type S, on n'avait que 7% qui étaient artificialisées. Enfin, donc, ça fait un très gros réservoir encore de non artificialisés. Les zones de type AU-C, il n'y avait que 15% d'artificialisés. Donc, c'est ces croisements avec le GPU, hein, le géoportail de l'urbanisme, qui permettent d'obtenir ces statistiques. Alors, je termine par le calendrier. Donc, le Gers a été produit. Il y a 10 départements qui sont en cours de production en ce moment. Donc, vous les voyez en vert. Donc, je ne vais pas les énoncer. Hein. Vous retrouvez la liste là à droite. Et puis là, vous retrouvez la programmation avec ce qui a déjà été produit. Je vous ai indiqué qu'il y avait déjà des productions de l'OCS par photo-interprétation. Donc, on voit que ça a déjà été le cas sur l'Occitanie, les Pays de Loire et la Normandie, Bourgogne-Franche-Comté également. Donc, voilà, on a déjà 40% du territoire de couvert, mais il faut basculer en mode de production par IA maintenant. Et la France sera couverte fin 2024. Je pense que j'avais oublié de le préciser. J'ai une dernière diapo. C'est si vous souhaitez donc établir des bilans de consommation et d'artificialisation sur vos territoires, il y a une adresse intéressante, c'est spart.beta.gouv.fr qui permet de le faire. Donc à partir des données de l'observatoire. Donc c'est une start-up d'État hein, qui est hébergée par la fabrique numérique du MTE. Et donc qui permet d'établir des bilans d'artificialisation, des portraits d'artificialisation des territoires. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre aux questions. Merci pour cet exposé. En fait, j'ai dit tout à l'heure que c'était un dispositif qui était ouvert au public en open data. On voit bien qu'il y a un enjeu absolument considérable d'appropriation par les collectivités de cet outil et de généralisation, bien sûr, sur l'ensemble du territoire, parce que ça sera un outil incontournable dans l'approche de l'urbanisme plus circulaire et avec de l'économie foncière, enfin, la sobriété foncière, parce que là, donc c'est vraiment extrêmement intéressant.
Est-ce qu'il y a peut-être des questions? On a peut-être le temps d'une question, on est en retard, on devrait conclure, mais on peut peut-être prendre le temps d'une question si Hélène souhaite ajouter quelque chose. Je ne vois pas de main levée, en tout cas. Je voulais remercier moi aussi Pascal Laurie. On peut peut-être conclure nos débats, sauf s'il y a quelques regrets. Vous avez eu sur la discussion le lien vers le site de l'Observatoire de l'artificialisation pour ceux qui souhaitent y faire un tour. Moi, ce qui me frappe aussi dans les premiers résultats, en tout cas, c'est que en fait, le potentiel de terre urbanisable est encore élevé. C'est-à-dire même si dans les 10 ans qui viennent, il faut le diminuer, on a encore de quoi faire dans ce qui a déjà été ouvert à l'urbanisation. Et donc, cette menace, entre guillemets, du zéro artificialisation nette n'est pas une menace brute ou brutale du jour au lendemain. Donc, mais ce qui est très important dans nos travaux, c'est de mesurer aussi qu'il existe des manières de faire différemment, y compris si on est contraint de verser dans l'extension urbaine, de faire mieux avec moins, c'est-à-dire d'être un peu plus conscient de l'importance de ne pas gaspiller du sol, comme on ne doit pas gaspiller en ce moment du gaz ou de l'énergie. En tout cas, ça va être un outil précieux. Je rejoins ce qui vient d'être dit par Pierre. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Je vous propose d'essayer de tenir en tout cas nos délais. Je crois que Roland a dû nous quitter pour une intervention dans une conférence cet après-midi, donc il ne pourra pas faire vraiment de conclusion. En tout cas, il me reste à vous remercier tous parce qu'on a là encore à nouveau vu à la fois l'engagement d'un certain nombre d'élus vers ces nouvelles manières d'aménager, ce nouveau paradigme de l'aménagement. On a constaté que rien ne peut se faire sur l'adaptation au territoire, aux populations locales, aux enjeux de dynamique territoriale en matière d'aménagement, et que ce soit de l'aménagement à la papa, à la mode du XXe siècle ou du XXIe siècle, de toute façon, cette question se pose également, et elle se pose d'autant plus crûment, on l'a vu, que les modes de faire risquent d'évoluer, que la trajectoire est en train de bifurquer entre, notamment dans les villes moyennes, je le dis souvent, mais où le modèle de développement a très longtemps, depuis 20 ans au moins, a été absorbé par l'étalement urbain via de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements, notamment qui se sont beaucoup implantés dans les périphéries. Et donc, c'est très important, et c'est vraiment l'objet de ce cercle, de montrer des alternatives, et des alternatives positives qui montrent qu'on peut quand même se développer sans forcément s'étaler ou s'étendre sur des terres naturelles ou agricoles. Et puis, je pense qu'il y a un autre enjeu qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué aujourd'hui, même si ça a été un peu dit sur les questions pavillonnaires, c'est qu'il faut aussi maintenir dans le sol des capacités d'absorption de l'eau. On a vu cet été à quel point les questions de conflit d'usage de l'eau allaient s'accentuer. C'est vrai à la fois pour trop d'eau et pas assez d'eau. La sécheresse dans les sols, c'est mauvais aussi pour les constructions, mais les inondations peuvent aussi se multiplier. Et donc, les solutions basées sur la nature, y compris pour un aménagement plus perméable, en fait, plus éponge au sein des espaces bâtis, sont aussi des solutions de requalification des espaces urbains qui permettent de remettre des gens dans des bonnes conditions de confort et de sécurité dans les villes existantes et dans les centres anciens. Donc, on aura d'autres occasions pour en parler, mais je trouve que voilà, il faut un peu ouvrir les yeux tous sur ces différentes solutions et montrer aussi qu'elles sont diverses. Et je trouve qu'on a eu l'occasion de le voir encore aujourd'hui. Grand merci donc à tous pour votre participation. Alors, je viens d'apercevoir une question sur le chat, mais je crois qu'il a été répondu. Bon, donc on a terminé pour cet après-midi. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle session autour de nos territoires pilotes et des partenaires du programme. Merci à tous.